Bienvenue dans le débat de France 24. Va-t-on vers un délit d'entrave numérique à l'interruption volontaire de grossesse? Ainsi en ont en tout cas décidé les députés. Le gouvernement veut rendre possible les poursuites contre les sites internet qui cherchent à dissuader les femmes d'avorter au moyen de fausses informations sur l'IVG. La majorité gauche et écologiste, sans surprise, ont voté pour le texte. Atteinte à la liberté d'expression, a répondu la droite, dont la majorité des députés a voté contre. On en débat, nous ici, sur France 24, avec d'un côté Véronica Nozeda. Bonjour, vous êtes coordinatrice nationale du planning familial. Et face à vous, Thierry Voitelier, avocat. Vous êtes membre du réseau Eurojuriste, les professionnels du droit sur Internet, et vous exercez au sein du cabinet Courteigne Avocat. Véronica Nozeda, pour comprendre, le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, il existe déjà dans le droit français. Simplement, il s'agit là de l'étendre à Internet. Tout à fait, le délit d'entrave date désormais de 93. Oui. Et là, la question qui était posée aujourd'hui était celle de, effectivement, étendre ce délit vers des sites qui, il faut dire, n'essayent pas de faire taire des convictions intimes, mais qui plutôt influencent avec des arguments mensongers des femmes qui viennent chercher un conseil. Qui serait responsable devant la loi? On imagine les responsables des sites eux-mêmes, les hébergeurs ou bien les internautes qui éventuellement contribuent par des publications, des articles à ces sites? Alors là-dessus, je pense que c'est mon interlocuteur qui sera plus à même de répondre. Thierry Voitelier, vous savez justement qui sera pénalement justement responsable d'éventuelles publications sur ces sites? Alors toute personne qui publierait l'information. C'est-à-dire que moi je suis internaute, je consulte et je décide au passage de donner un avis. Si ce sont des recommandations, ça pourrait tomber sous le coup de la loi? Si c'est une information qui est fausse et qui est de nature à impressionner une femme qui voudrait avorter, effectivement, vous tomberiez sous la loi. Et ça peut poser une difficulté, justement, puisque un journaliste qui diffuserait l'information sur un support papier ne craindrait pas ces sanctions pénales, alors que si cette information est diffusée sur Internet, comme beaucoup de journaux maintenant, les sanctions pénales pourraient être prononcées à l'encontre du journaliste. Alors, d'emblée, vous nous dites qu'il y a un problème de cohérence des supports, puisque le papier, aujourd'hui, n'est pas poursuivi, en tout cas ne donne pas lieu à poursuite? N'est pas poursuivi au terme de ce texte, de cet alinéa. Donc là, déjà, on voit qu'il y a quand même peut-être un problème d'incohérence, non, Véronica Nozeda? Écoutez, moi, je ne rentre pas dans le débat juridique parce qu'à nouveau, ce n'est pas du tout mon domaine. Ce que je constate, c'est que effectivement, le délit d'entrave qui existe, l'ancien délit d'entrave qui existe depuis 1993, il n'y a pas eu énormément de poursuites. Mais quand il a fallu, ça a été des moments importants pour rétablir un petit peu l'objectivité des informations, la vérité des informations. Je ne pense pas que toutes les femmes qui vont tomber malheureusement dans le piège, souvent de ces sites, vont porter plainte. Mais par contre, le fait qu'il y ait un cadre peut permettre de réaffirmer un certain nombre de principes. Et ça peut être dissuasif? Vous pensez que le but aussi, c'est de dissuader un certain nombre de sites qui, parfois, n'affichent pas d'ailleurs franchement la couleur, qui se font passer pour des sites d'information et puis qui, derrière, diffusent de la propagande? Absolument. Le plus souvent, ces sites avancent masqués, donc ils se mettent sous les couleurs de sites, entre guillemets, officiels. Ils n'affichent pas la couleur tout de suite, et puis, finalement, même s'ils se présentent comme des sites bienveillants, quand on engage, notamment là on parle, c'est pas que c'est des sites, mais finalement qui renvoient souvent aussi à des lignes téléphoniques. C'est dans le dialogue téléphonique que souvent les pires choses sont prononcées. Thierry Voitelier, pour qu'on comprenne bien quel type de propos peuvent faire l'objet d'une condamnation, est-ce que c'est par exemple dissuader une jeune femme d'avorter en lui expliquant que elle le regrettera plus tard, qu'elle pourrait avoir des remords? Est-ce que ça tombe sous le coup de la loi? Quels sont vraiment les propos qui sont de nature aujourd'hui à donner lieu à condamnation? Alors ce que la loi sanctionne au terme de ce projet qui a été débattu tout à l'heure à l'Assemblée et adopté, c'est tout propos qui présenterait de manière faussée ou de nature à induire en erreur intentionnellement, donc il y a la question d'intention qui est essentielle, dans un but dissuasif, une femme pourra avorter. Tous ces propos qui pourraient donc être faux pourraient être sanctionnés. C'est la caractère de fausseté qui est important. Induire en erreur, donc c'est pas simplement donner un avis, il ne s'agit pas de donner un jugement de valeur. Là, on parle vraiment des faits, c'est la distorsion de faits qui est jugée. On parle d'une information fausse qui est diffusée. Oui, donc là, on peut comprendre effectivement, c'est relativement facile à établir ça. Alors, ce sera toute la question. À partir de quand une information est-elle fausse? Ça sera après au juge d'apprécier au cas par cas si l'information qui a été donnée, si le témoignage qui est publié sur Internet est vrai ou faux. Ce sera donc des débats judiciaires dans les enceintes correctionnelles.
Justement, quel est votre avis, vous, de juriste, de spécialiste du droit? Est-ce que vous considérez, en gros, que ce texte, il est bien ficelé d'une certaine manière et qu'il est bien fondé? Je pense qu'il sera source de débats juridiques importants devant les juridictions s'il est adopté définitivement avec cette terminologie. Oui. Il va poser le problème de la liberté d'opinion, puisqu'on a l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que chacun est libre d'exprimer son opinion, avec des limites qui sont notamment celui de la santé publique. Oui, mais là, justement, il n'est pas question d'opinion. Dans ce que vous nous dites, justement, on parle de distorsion de fait. Donc là, on n'est plus dans la catégorie des opinions. Il ne s'agit pas de dire je suis contre l'avortement. Il s'agit de dire il ne faut pas avorter pour telle manière. On s'aperçoit que l'argument est faux. Oui, mais la liberté de marquer son opinion, ça peut être aussi un témoignage la possibilité de témoigner de ce que l'on veut faire et de ce que l'on croit. Et la possibilité de témoigner de sa croyance va poser un problème puisque d'un côté, on est libre de témoigner, et de l'autre côté, ce témoignage va pouvoir influencer négativement les femmes, et quelque chose qui est objectif pour certains pourra être subjectif pour quelqu'un d'autre. Oui, mais on sait faire quand même la distinction, Véronique Anozeda, entre ce qui est de l'ordre de la croyance et ce qui est de l'ordre des faits établis, de la science d'une certaine manière. Il me semble, effectivement, parce que quand on fréquente ces sites, on se rend compte que le type d'informations mensongères qui sont livrées, c'est, par exemple, présenter l'IVG comme une porte vers la stérilité, vers l'infertilité. Voilà, ça, c'est des faits établis qui sont faux. Donc là-dessus, ce n'est pas juste un dialogue en disant voilà, moi je suis contre l'avortement, est-ce que vous avez bien réfléchi, etc. On en est à justement des techniques. En plus, il faut avoir téléphoné. Je vous le conseille pas du tout, évidemment, pour savoir qu'effectivement il y a des techniques manipulatoires, c'est-à-dire c'est une succession d'informations fausses plus une intention de manipuler la personne. Enfin, pardonnez-moi. Encore une fois, une information, elle est vraie ou elle est fausse, surtout en matière scientifique. Il y a quand même des choses qui sont établies sur le fœtus, l'origine de la vie. Enfin, il y a quand même des choses assez claires aujourd'hui dans le droit, même si elles ne satisfont pas un certain nombre de personnes. C'est quand même défini par le cadre de la loi. Aujourd'hui, il est quand même difficile de confondre des pressions et la distorsion de fait, non? Enfin, moi, il me semble, après, à nouveau, effectivement, le droit est sujet à interprétation, les situations sont sujettes à interprétation aussi, donc le cadre, il ne va pas définir ce qui va se passer après dans l'application de la loi. Mais par contre, je pense que ce qui va être au centre de ces plaintes et de ces débats va être effectivement des informations fausses avec l'intention, comme vous l'avez dit, d'influencer le comportement des personnes. Et juste, je termine là-dessus, c'est qu'effectivement, toute la différence, par exemple, avec le planning familial, c'est que non seulement nous donnons des informations objectives, mais nous n'essayons pas du tout de prendre la décision à la place des personnes. Voilà. Le caractère faux va poser une vraie difficulté s'agissant des problèmes de conscience. Et on voit ça notamment sur les sites Internet, où souvent, il y a des témoignages qui sont pro-avortement, et les gens expliquent après avoir eu des problèmes de conscience, la petite voix dont on parle de temps en temps. Et c'est là-dessus où il va y avoir un vrai débat pour savoir à partir de quand ce problème de conscience qui est présenté sur de nombreux sites est quelque chose d'objectif ou quelque chose de subjectif, est vrai ou faux. Là-dessus, il va y avoir de vrais débats. Oui. En tout cas, l'incidence de l'avortement sur la santé, par exemple, ça, ce sont des faits. Enfin, on ne peut pas inventer effectivement des conséquences médicales qui n'existent pas. Aux yeux des promoteurs du texte, il ne s'agit pas de pénaliser le fait d'être contre l'IVG, mais la présentation faussée. Où finit finalement le délit d'entrave et où commence le délit d'opinion? Puisque la droite, elle dit on cherche à criminaliser finalement une opinion. Alors, l'une des difficultés dans le texte, c'est que ça va au-delà, puisqu'il y a la notion, d'une part, de dissuasion à l'avortement. La notion d'incitation à l'avortement n'est pas prise en compte. On a vu encore récemment qu'en Mayenne, il y a eu une jeune femme qui a été convoquée par son employeur alors qu'elle était en période d'essai, et son employeur lui a demandé d'avorter, à défaut de quoi elle serait licenciée. Donc, il faut aussi protéger. Et l'employeur n'a pas été condamné pour ça. Et je crois qu'il y a des poursuites, mais en tout cas, ce sont des pratiques. Donc, pourquoi est-ce qu'on sanctionnerait uniquement l'incitation à ne pas avorter et pas en sens inverse? Parce que c'est peut-être beaucoup plus rare aussi, l'incitation à avorter, non? Dans les milieux économiques, je pense que ça arrive. On en parle peut-être moins, mais il y a aussi des femmes qui sont prises pour pouvoir survivre, avoir besoin de moyens financiers et qui peuvent être contraintes à passer à l'avortement, malheureusement. Véronique Anozeda. Effectivement, il y a des poursuites, comme vous le dites, dans ce cas précis. Donc, mais là, on est dans le cas du harcèlement, quoi. Finalement, dans le cas du harcèlement moral, ça tombe sous le coup de la loi, malgré tout, même si c'est pas... Mais il n'y a effectivement pas de loi spécifique à l'IVG. Pourquoi, effectivement, avoir fait une loi spécifique dans le cas précis pour information mensongère, ou enfin, en l'occurrence sur Internet, pour délit d'entrave, puisque c'est très spécifique à l'IVG, alors que, justement, il y a des informations mensongères qui sont diffusées sur énormément d'éléments, notamment médicaux. On sait qu'il y a
une incidence sur la vaccination, par exemple. En France est en recul aujourd'hui du fait des affirmations souvent mensongères qui sont largement diffusées sur Internet. Ça, et le milieu médical s'en plaint. Ça, c'est pas faux. Effectivement, la question de la vaccination est une question importante. Ce qui m'apparaît intéressant de soulever dans le cas de l'IVG, c'est qu'il y a des acteurs et des groupes qui se concentrent vraiment spécifiquement sur cette thématique et notamment sur empêcher des femmes à avorter. Et donc, je pense qu'il y a ce niveau d'organisation qui fait qu'il y a une réponse ensuite de la part de l'État et une réponse juridique. C'est parce que le sujet est politique et que des milieux s'en sont emparés. Alors, on a vu effectivement la réaction d'une partie de l'épiscopat en France. On a la réaction immédiate de la droite. C'est parce que ce sujet est politique qu'il fait l'objet d'un texte spécifique de la part de l'État, d'après vous ? De toute façon, tout texte juridique est politique à la base, puisque c'est l'Assemblée nationale qui le vote. Donc je pense que ce n'est pas le débat. Après, la question est de savoir si on l'oriente ou pas. D'affirmations mensongères sur Internet concernant tout un tas d'autres sujets, y compris qui touchent à des domaines médicaux. Vous avez des tas de sanctions quand même pour les informations fausses qui sont diffusées. C'est vrai dans le cadre du Code de la consommation. Vous diffusez une information qui trompe le consommateur, vous encourez une sanction pénale également de 2 ans d'emprisonnement. Et on ne pouvait pas justement, avec l'arsenal juridique existant, poursuivre ces sites. Il était nécessaire de recourir à un délit d'entrave. Pour l'instant, il n'y avait pas de délit spécifique sur l'information en matière d'avortement qui serait fausse. Donc c'est un élément nouveau. Mais ça n'existait pas puisque ça s'appliquait en crédit à la consommation, c'est spécifique au domaine du crédit à la consommation. En matière Vous voulez dire de qu'une code monétaire et information financier fausse aujourd'hui, une information fausse en matière médicale, quel problème qu'elle couvre, aujourd'hui ne fait pas l'objet de poursuites ou n'est pas connaissance de textes qui permettent de poursuivre quelque chose, une fausse information en matière médicale. Vous pouvez le faire en matière financière, en matière boursière, c'est extrêmement protégé. En matière médicale, pour l'instant, il n'y a pas de sanction. C'est un précédent qui peut justement en entraîner d'autres. C'est sûrement, ça peut en entraîner d'autres. Et puis si c'est dans l'intérêt de la salubrité ou santé publique, la Convention européenne prévoit la possibilité de déroger à la liberté d'opinion. Vous pensez que ce texte-là, justement, risque de tomber sous le coup du Conseil constitutionnel ou de la Convention européenne des droits de l'homme ? J'ai cru comprendre que Christian Herk et plusieurs parlementaires allaient saisir le Conseil constitutionnel. Nous verrons ce qu'il va juger. Vous le craignez, Véronica Nozeda, cette réaction justement à la fois de la droite et puis, malgré tout, des juges constitutionnels ? Je ne crains pas du tout les juges constitutionnels. Ce que je crains, c'est qu'effectivement, le droit des femmes, le droit à l'avortement, fasse l'objet d'oppositions stériles. Je pense que c'est un droit qui est par ailleurs très ancré dans la société française aujourd'hui. Je pense que les Françaises et les Français sont attachés à ce droit. Il me semble que par ailleurs, ce n'est pas le seul, je tiens à le dire, le seul outil pour effectivement favoriser plutôt des choix éclairés, des choix autonome. Il y a une question de communication, il y a je dirais presque une bataille à mener au niveau de la communication. Donc il y a bien sûr cet outil juridique qui, s'il va arriver, va être un outil en plus, mais il y a tout un arsenal, et c'est un arsenal en faveur des droits des femmes, des informations objectives, des choix éclairés, individuels, autonomes. Donc c'est pour ça que nous on se bat. Il y avait urgence à agir aujourd'hui parce qu'on peut aussi s'interroger, cette décision ce vote qui intervient juste après la désignation de François Fillon à la primaire, dont on sait qu'il a été porté notamment par le mouvement Sens commun, dont on connaît l'hostilité, outre l'hostilité hommage homosexuel, l'hostilité également à l'IVG. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir aussi une opportunité politique de la part du gouvernement d'avoir décidé maintenant? Ou est-ce que ça se justifiait vraiment pour défendre le droit des femmes qui était particulièrement menacé aujourd'hui, le choix des femmes? Moi, je pense qu'il y a à la fois, effectivement, ce gouvernement, sur cet aspect spécifique, a été progressiste. Le droit à l'IVG a progressé pendant ces quelques années, donc je ne mets pas en doute la sincérité du gouvernement. Maintenant, c'est vrai que, comme tout, effectivement, vous l'avez dit, ça fait l'objet d'un jeu politique. On est en campagne électorale, donc quelque part, il y a des jeux politiques qui sont là. Pour nous, ce n'est pas l'important. Nous, l'important, c'est la protection des droits des femmes et de tous les citoyens, d'ailleurs, parce que ça ne concerne pas que les femmes. Même question de Thierry Boitoli. Il était urgent de légiférer en raison d'une insécurité juridique ou du danger que pouvaient poser particulièrement en ce moment ces sites pour ces femmes, ou est-ce que vous pensez que le gouvernement y a vu la possibilité aussi de mettre la droite, et la droite de François Fillon en particulier, face à ses responsabilités et ses engagements à l'égard des mouvements anti-IVG? Je ne suis qu'un juriste et je ne ferai pas de politique ce soir, mais je laisse le Parlement décider. Vous avez peut-être une opinion quand même en tant que citoyen? Non, pas directement. Non. En tout cas, dans les tribunaux, il n'y a pas eu vraiment de difficultés jusqu'à présent sur ce sujet-là. Oui, donc on n'a pas
va être une nouvelle source de dossiers pour les avocats. Oui, oui. Oui, vous pensez que ça va donner lieu à des contentieux ? Logiquement, quand on vote un texte qui prévoit 2 ans d'emprisonnement, si le parquet ou les femmes portent plainte, parce que le parquet peut poursuivre d'office, il y aura forcément des procédures. Et on voit bien sur d'autres délits d'opinion qu'à l'origine, il y a eu des amendes et puis des peines avec sursis et que maintenant, on arrive à des peines d'emprisonnement ferme. Donc c'est quelque chose qui peut venir à terme. La peine vous semble proportionnée à la gravité du délit ? La peine de 2 ans correspond à celle qui est prononcée en matière de code prévue par le Code de la consommation. C'est également celle qui est prévue par l'article L 2223-2 du Code de la santé publique pour une femme qui avorterait dans des conditions qui ne sont pas conformes à la loi, si après le délai de 12 semaines, en dehors de conséquences médicales graves, en dehors d'un hôpital et sans médecin. Donc la peine est conforme aux abus, aux usages. Véronica Nozedai, on le sait, la loi, elle est là bien sûr pour protéger les victimes. On peut aussi se poser la question de savoir dans quelle mesure elle ne sert pas parfois les intérêts des coupables ou de ceux désignés comme tels. Là, en l'occurrence, on sait, les mouvements anti-IVG sont particulièrement prompts à hurler au manque, à l'entrave à leur liberté d'expression. Est-ce que là, on ne leur a pas fourni finalement un énorme cadeau avec cette loi ? Il n'est pas faux que ces mouvements adorent se victimiser. Je pense qu'il faut rester dans le cadre d'un débat, je dirais, à nouveau objectif. Il faut juste rappeler effectivement des intentions qui sont à nouveau nuisibles parce que la question n'est pas d'avoir des convictions, la question c'est de d'empêcher une personne de prendre une décision parce que le planning familial ne fait pas la promotion de l'avortement. Juste, je l'explique parce que... Non, le planning familial informe les femmes sur les possibilités. Les femmes veulent poursuivre une grossesse, veulent l'interrompre, c'est strictement leur droit, leur choix. Nous n'avons rien à dire là-dedans. Alors que malheureusement, ces mouvements, eux, oui, ils pensent avoir une raison qui vient du ciel, notamment, et ils essayent d'influencer ces femmes. Donc, elles vont se victimiser aujourd'hui. Ils ont le droit d'essayer de les influencer. Oui. Toute la question est de savoir comment. Voilà, si vous voulez, oui. Après, dans l'argumentation, effectivement, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais quand on commence à utiliser des techniques et des informations qui sont fausses, là est toute la question. Et la victimisation fait partie de leur stratégie. Voilà, ça ne m'impressionne pas. Et là, ils se frottent sans doute les mains. Thierry Boitelier, un dernier mot peut-être, une réaction à ce qui vient d'être dit ? Non, la vraie question, c'est de savoir si ce débat doit avoir lieu dans les enceintes judiciaires ou sur la place publique et sur les sites Internet notamment. Oui. Et votre avis ? Je pense que nous sommes dans un système démocratique où la liberté d'expression doit être le plus importante possible, sauf à ce qu'on trompe effectivement les gens et en conscience. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à Thierry Boitelier, à Véronica Nozedai. Restez avec nous tout de suite. Une courte pause et puis on se retrouve dans un instant pour un deuxième face-à-face consacré cette fois à la politique économique que nous annonce le futur président des États-Unis, Donald Trump.